www.kbfalfin23.com. The summit is yet another opportunity to discuss broad strategies and creating innovative. Cette présentation sera effectuée en anglais, donc si vous avez besoin de la traduction en français, n'hésitez pas à placer vos casques auditifs afin de pouvoir bénéficier de la traduction en anglais de cette présentation. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des hôtesses et du staff pour pouvoir recevoir les casques et ainsi profiter de cette présentation. Je vous demande donc d'applaudir M. John Bradford de la Colorado School of Mines. Ready? Okay. Good. Can you all hear me? Bonjour à tous. So I'm going to talk about the energy transition, but from with a somewhat. Can you go back to the first slide, please? But from a different perspective than we've been talking about before, and I'm going to pull together two different elements that we've heard about this week. Or I want you to keep these in mind. So first was the Secretary General of APPO, and he talked about Africa, Central Africa, taking charge of its own destiny, and that really will come through the youth. And Ms. Natalie Loom talked about ending energy poverty, and I think that this is critical. We're in a time right now like no other. So there's a time where the world is going through this enormous energy transition, which creates opportunities for Africa that I think haven't been seen maybe in 100 years or more. So the opportunity is there. We've talked a lot about the energy transition this week, and it means different things in different parts of the world. But one thing that is quite clear, the energy transition can't occur without Africa's mineral resources, and that creates great opportunity for Africa's youth and for the countries to transform their economies in Africa. So with that, I'll go ahead and go to the next slide. So I'll start by talking through this graphic that you can see here. And this is a graphic that we use for an initiative that we have, the Global Energy Future Initiative. It's also a good way just to frame an understanding of what's required for the energy transition. So you see 6 hubs around the outside of this circle, and those hubs are representing the technical challenges that we need to solve. So we have multiple areas there, and they're all connected with each other. You see at the top oil and gas. So there's a lot of talk in the energy transition, and oftentimes the question is framed as how can we move as quickly away from fossil fuels as possible to renewables or nuclear or other energy sources. But the reality is that is not likely to happen for a very long time. Most energy projections have us still using about the same amount of oil and gas in 2050, even as we're getting to net zero carbon emissions as we do today. So we have to keep that in mind. If we're continuing to use oil and gas, but we're getting to net zero, that means that we have to manage the carbon emissions differently. So if you go down to the bottom, you can see carbon capture, utilization, sequestration. So 2 elements there, capturing at point sources or capturing directly from the air. Both of those are challenging and very expensive right now, but hopefully we'll find solutions. I did want to point out the United States is investing several $billions in both research and in financing pilot scale projects for CCUS in the U.S. through both the Inflation Reduction Act and through the infrastructure bill.
No, stay back at that one, please. So if we're continuing to use about the same amount of oil and gas for the next 25 years as we are today, we know that there's growing energy demand to power economies that are growing like these in Africa. So that energy growth in the global market is anticipated to come from other sources, low carbon and renewable energies, solar, wind, but also nuclear, geothermal, hydrogen. All of those are important parts of it, but it's going to require all of these things, CCUS plus all of these low carbon and renewable energies, if we want to get to net zero. But a big challenge in implementing low carbon renewable energies and electrifying our transportation systems are the raw materials that are required to build all that infrastructure. So for example, to build wind farms and power lines and batteries and generators for EVs, that requires an enormous amount of copper. So the projections are that to meet all of those electrification goals, we need to produce as much copper in the next 25 years as have been produced in all of human history. So that puts us to the hub on the right-hand side, minerals and metals. There's going to be an enormous demand there. And that statement that I showed in the first slide is really referring to that. So it's all sorts of things, copper, aluminum, graphite, lithium, all of these things that we all know about. So those are some key things. I wanted to go back to the question about how we frame the energy transition and what it means. And the energy transition is often framed the wrong way from my perspective. It's often, as I said, often framed from the perspective of how do we as quickly move away from fossil fuels as possible, but that really isn't the problem we're trying to solve. We're trying to create an energy system that is no longer emitting greenhouse gases into the atmosphere. To do that, there are many different pathways. So fossil fuel use with carbon capture and storage is one way. And I also wanted to address another point. Our Payne Institute for Public Policy recently published a paper that was describing the energy challenge and the challenge of growing economies in Africa and eliminating energy poverty here. And it was really calling for global governments to look for non-uniform solutions. So as the West and Europe ramp down fossil fuel use, enable African countries to utilize those fossil fuel resources that they have to build their economies in the near to medium term. Anyway, so I think that's an important point to make. It's recognized in many sectors around, and I think that it just needs to be implemented globally. Okay, go to the next slide, please. So this is just a plot showing that. So this is projected fossil fuel use from the International Energy Agency from their most recent report. The line that you see, the brown line that you see going down, that's coal consumption. So they're expecting the coal consumption will decrease significantly over the next 25 years. But oil and gas use remains relatively flat. And you see a little bit of a decrease, and that comes from a decrease in Europe, the US, but that's balanced out by increased consumption in Africa and some parts of Asia. So really no change there. But you know, if the curve stays flat, if we're continuing to use the same amount of oil and gas and some of the historical reservoirs are being depleted and being drawn down, that means that we have to find new plays, new reservoirs. We have to exploit those resources. We have to develop and produce from those. So that requires a significant workforce to do that. That requires people with many skills, from technicians all the way to people with PhDs doing research. So an enormous workforce is required to do that and maintain even what we have now. So that's something that needs to be recognized. Next slide, please. So let's look a little bit about what's going on in the global workforce for the petroleum sector. So this plot's just showing the number of people in the U.S. Employed in the oil and gas sector from 1998 to 2021. You can see it peaked around 2014 at the peak of oil prices, and then it's been on a steady decline ever since then. And what we typically have seen in historical cycles is that the number of people employed in the sector follows the commodities trend with a little bit of a lag. We're not seeing that this time around, so that increase in the sector hasn't shown up.
And this is a plot for the U.S., but this is also happening in many parts of the world. So that workforce is on the decline. At the same time, we need to keep maintaining production. Next slide, please. This is a plot showing something similar, but from my own university, Colorado School of Mines. On the right-hand side, you can see the number of degrees awarded across all disciplines from 2015 to now. And you can see that that's steadily increasing. So the number of students that are coming into our university are steadily increasing, but they're picking majors outside of oil and gas, which you could see from the plot on the left-hand side. So that's petroleum engineering, and again from that 2014 peak, 2015 peak, that number has just been on a steady decline. So if that is on a steady decline and we need to continue producing at the same level we are now, we're creating a big gap in the workforce that's needed versus the workforce that's available. So I think in oil and gas, we're headed for a workforce crisis. Okay, next slide, please. Same thing in mining for critical minerals, and we're already seeing that. So the critical mineral sector or mining sector is right now at about a 50 to 80% gap in the workforce. That means there are about 50 to 80%, depending on the discipline, fewer workers available than are needed to do the work that needs to be done. And we're just at the beginning of this huge growth for critical minerals. I'm showing a couple of plots here. On the lower left is anticipated demand growth for copper. So you can see that that is growing by about a factor of 2 over the next 25 years. Increasing copper production by a factor of 2 is an enormous challenge. The resources that are easy to find have already been found. The new resources we need to find to meet this demand are going to be deeper and harder to extract. So we need new techniques to do that. So a lot of technological development is required. We can't do that without the people to make it happen. Up on the upper right, you can see a similar plot for nickel. Nickel demand will grow by a similar amount, and if we don't have the workforce and the skilled workforce to meet that demand, we're not going to make it. Next plot, please. So similarly, in the mining sector, this is the same kind of plot that I showed before. This is just for the U.S. You can see it peaked. People working in the mining sector peaked in about 2014, and ever since have been on the decline in the U.S. Next plot, please. This is, again, a similar plot as before, but from our own university. So degrees awarded on the right, steadily increasing since 2015. Degrees awarded in mining engineering steadily declining over that same period of time. So in countries like the U.S., in Canada, and Australia, and Western Europe that historically have produced a lot of mining engineers and trained people for the mining sector, it's not happening anymore. And that's creating this enormous gap in the workforce for the mining sector. So it's a big challenge. Next slide, please. So why is this happening? This comes from a survey of Canadians from age 15 to 30, asked if you would consider working in these sectors. And the answer was framed in the way that if you see a big bar, that means that they would not consider it. So if you look at the top there, it's mining. So 70% of those young people in Canada said they would not choose a career in mining. Second one down is oil and gas. And 67% of those young people in Canada said they would not choose a career in oil and gas. Why is that? So there's several reasons for that. One, many people, young people in particular, have not yet made the connection between the mining sector and energy minerals that are required to make an energy transition as it's framed in the U.S. They haven't made that connection and recognized that we're going to have to increase mining by an enormous amount in order to meet that demand and make the transition that they would like to see. Second, petroleum. Petroleum's seen as a dying industry, so people, general public, and these young people don't recognize that petroleum is not a dying industry despite what's in the media, and we need petroleum to have a healthy energy system. The petroleum sector needs to be healthy, and we need those young people to go into that discipline.
Both of these are seen as industries that harm the environment, and that's a negative that prevents people from choosing that as a career path. The other thing, students are really excited about going into computer science or data science or high-tech areas. That seems like a very exciting career. It's not recognized yet that you can do really exciting high-tech work in the mining and petroleum industries. Robotics, AI, quantum computing, all that stuff is needed for these industry jobs. So it's up to us, I mean, to fix this perception, to fix this problem, it's up to us in universities and in governments to work together to better educate the public and better educate our young people so they recognize what kind of jobs are there. Go to the next slide, please. So let's talk about Africa a little bit. So this is just an analysis that came from the Mo Ibrahim Foundation, talking about this thing that I put on the first slide. Africa has about 30% of the world's mineral reserves. So things like lithium, graphite, manganese, cobalt, those are all needed for batteries. Also significant uranium resources and significant copper resources here in Africa. All of those things are needed to make the energy transition or the transition to more, to some of the other energy sources outside of fossil fuels. But with 30% here and the enormous demand that's coming, it's just not possible to make that transition without really developing these resources. Next slide, please. Similarly with petroleum, so I showed a plot earlier from the International Energy Agency, which indicated that the demand for petroleum was going to remain flat roughly for the next 25 years. That's globally, and in many countries the demand is expected to go down, but here in Africa is one place where the demand is expected to continue to rise. So this is a quote from Woods Mackenzie report that I took this plot from. There's a significant risk of a technical and skills gap if international players continue to divest from the region. So we're seeing that here in Chad as well recently. African countries could consider strengthening local oil and gas workforce capability. So that's a call from Woods Mackenzie to build the workforce and invest in that workforce locally. Next slide, please. So what are some of the skills that are needed? So I've listed skills that are needed from the mining sector and petroleum sector, and there are many more that are not on this list. I wanted to call out a few that I think are really important and maybe a way of attracting more students into the field. Go to the next slide, please. So the ones I highlighted in red: environmental engineering, data science and AI, robotics, greenhouse gas management in the oil and gas sector. We spend a lot of time and have several programs that are focused on greenhouse gas emissions monitoring and management, in addition to carbon capture and storage. All of those things are needed. There's also a need for people that are working in community relations. So building up these industries have an impact on the local community. So we need to make sure that those local communities are engaged, understand, and also benefit from those industrial operations that are, as they're building up. So all of those are important jobs that often aren't considered as needed in the sector, and I think we can use those to attract more students. Next slide. So meeting this challenge really means investing in education. So countries in Central Africa, really, it's time to invest in building up the education sector. That's what's going to be required to build the workforce locally, make sure that, that Africa can take charge of its future. Next. There are some ways to do this quickly and leverage what's happened in the last few decades in the rest of the world. So part of that's taking professional education programs to upskill and reskill the current workforce. So current engineers that are working either in other sectors or are working in these important sectors, retraining them so they have new skills to meet the current needs, or get different skills so they can change sectors to meet all of the work that's going to be needed in these areas.
Second one is investing in modern laboratory facilities. That includes computational laboratories so that students can be trained in the ways that are required to meet the way these current industries are working. Need to build programs that spark innovation, and part of that is really setting up programs so that students learn that it's okay to fail, and that failing often is required to get to a solution in the long run. So sometimes if you're trying something new, you fail, you learn something from that, you redo it, you fail again, you learn something from that, you have to keep going through that process, and in the end you come up with something new. And we're going to need a lot of new things, a lot of new innovations to meet all these challenges in the energy transition. Next slide. And then the last one was just really critical, again, just emphasizing the point that it's time really to invest significantly in Africa's youth. These are going to be the leaders of the future that get us through this energy transition, whatever it might look like on the other side. But our young people, your young people, are the ones that are going to get us there, and it's really time to create that opportunity. It's the last slide. I just wanted to end on that same note. So this is a time in history like no other. There is an enormous opportunity here in Africa, and it takes many different things. It takes, stable politics, it takes stable economics to make that happen, but it also takes investment in the youth and providing the opportunity for those. If all those things happen at the same time, then there's the potential to take advantage of what's happening now. So I just urge everyone to think along those lines. Again, ending energy poverty, like we talked about at the beginning, all of this is going to be required to make that happen. Making sure that Africa can take its future into its own hands, I think all of this is going to be required to make that happen, but it's possible. Thank you for your attention. I appreciate that, and I think we'll move to the panels now. Merci beaucoup pour cette présentation de l'École des mines de Colorado. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans la salle. Nous allons continuer effectivement avec une autre présentation avant de commencer avec le panel. Il s'agira de la présentation de l'entreprise Perenco. Ici en deux. Ça dépend de vous. Ça va venir. Alors, en attendant que nos amis de Perenco se préparent avec la sonorisation, les discussions en salle sur la thématique mettre en place un pôle régional des ressources humaines dans le domaine de l'énergie, ça va se passer à l'instant. Pour ceux qui seront intéressés, ils peuvent rejoindre l'autre salle. Il s'agira de la modératrice Madame Katia Kuntol, experte, oui, de l'autre côté, effectivement. Il y aura aussi Dr Scott Allen, responsable de la conformité de la recherche de Colorado School. Il y aura aussi Dr Al-Haj Hissène Issakha Ali, directeur général de l'Institut de pétrole de Mao. Il y aura également Monsieur Denis Gemdom, directeur général de l'Académie pétrolière du Cameroun. Il y aura aussi Madame C.C. Sit, spécialiste du programme jeunesse. Il y aura aussi le professeur Dominique Wetsondo, représentant national du ministre des hydrocarbures de la RDC.
Alors, toutes ces personnes que je viens de citer, elles vont rejoindre l'autre salle de l'autre côté et les personnes intéressées par cette thématique que je rappelle, mettre en place un pool régional des ressources humaines dans le domaine énergétique, ça sera ça la thématique. En attendant, le panel qui se passera ici, ça sera sous la thématique le rôle du gaz naturel dans la croissance économique de l'industrialisation de la sous-région Afrique centrale. À présent, je donne la parole aux différents responsables de Perenco pour la présentation de la société. Je vous en prie. C'est bon? Je t'attends. Ça marche là? Ouais. Sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est bon, Bertrand? Vous m'entendez là? Je suis pas sûr. Si, c'est bon, ça m'a. Ah, attendez. Je suis pas habitué au micro. Donc, distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Je vais d'abord nous présenter. Donc, je suis Armel Simondin, directeur général de Perenco au Cameroun. Et je vous présente Bertrand Nganou, qui est le conseiller permanent et conseiller technique de Perenco au Cameroun. Alors voilà, aujourd'hui, en fait, on a la chance de pouvoir vous présenter une introduction, je dirais, au panel gaz, qui va se dérouler juste après. Et on a tenu à vous faire une petite présentation qui va un petit peu concrétiser tous ces projets gaziers, puisqu'on va vous montrer des exemples concrets réalisés par Perenco au Cameroun, au Gabon, et ces exemples vont bien montrer toutes les facettes du développement gazier dans le développement socio-économique et l'industrialisation des pays. Vous verrez que ces projets couvrent l'ensemble de ces facettes. Mais avant ça, comme Perenco, je dirais, démarre un peu son aventure au Tchad, avec le Tchad, on voulait très rapidement, vous présenter Perenco et Perenco au Cameroun. Alors Perenco, c'est le plus grand indépendant en Afrique d'oil and gas. On produit dans 14 pays 500 000 barils jour, mais en fait, on est une entreprise qui est très ancrée et qui accompagne nos partenaires étatiques d'Afrique centrale depuis maintenant 30 ans, et on produit en Afrique centrale 300 000 barils. On est les premiers producteurs d'huile au Gabon, les premiers producteurs d'huile en RDC, les premiers producteurs d'huile et gaz au Cameroun, et on produit 80 000 barils. Alors c'est opéré, ces barils bien évidemment font partie d'un contrat pétrolier, et on produit 80 000 barils, je dirais, au Congo. C'est un peu pour vous donner un petit peu la présence, et donc vraiment notre volonté de continuer à accompagner nos partenaires en Afrique centrale. Alors Perenco au Cameroun, c'est 30 ans de présence. C'est vraiment un pays qui illustre très bien la stratégie de Perenco, qui est axée sur deux choses. Le développement des champs matures. Donc notre métier, c'est réellement arriver à faire produire plus longtemps les champs pétroliers. Ça, c'est un axe de notre stratégie. Et l'autre axe, c'est le gaz. Et vraiment, au Cameroun, c'est, comme on va vous le montrer sur la partie gaz, c'est vraiment ces deux axes-là qui ont été développés. Sur la partie huile au Cameroun, on produit 50 000 barils à travers une soixantaine de plateformes. Et on opère un terminal pétrolier, j'y reviendrai. Sur la partie gaz, vous verrez que le gaz est utilisé à la fois pour générer de l'électricité et également fournir du gaz à l'industrie, créant ainsi des emplois, plus de 2000 emplois dans ce cas. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier sur comment on s'occupe de ces champs matures chez Perenco? Notre particularité, c'est qu'on a une approche industrielle des champs matures et qu'une fois qu'on a bien compris comment ils fonctionnaient, on crée les outils nécessaires, des outils très particuliers. Ce n'est pas des outils que vous trouvez nécessairement sur le marché, c'est des outils que l'on met et que l'on met au service de ces installations et qui sont très adaptés en fait aux installations en question. Vous avez des exemples ici au Cameroun. En haut à droite, c'est ce qu'on appelle un platform rig. Donc c'est un rig qui a été designé par Perenco pour les plateformes du Cameroun et qui forme maintenant depuis 5 ans, qui a foré plus de 60 puits. Idem pour les unités de workover hydraulique qu'il y a dessous. Et tout ça, ça a permis, la mise en œuvre de cette technologie nous a permis de maintenir un plateau à 40 000 barils alors que l'opérateur précédent était en déclin.
Sur la partie, l'autre partie, donc je dirais de notre savoir-faire, hein, c'est également les terminaux. Donc nous opérons au Cameroun un terminal unique. Hein, le directeur général de CODSA est à côté de moi. Et c'est une société mixte avec l'État camerounais. Et en fait, à l'origine de ce projet, il y avait deux terminaux au Cameroun. Et la décision a été prise, je dirais, d'en créer un seul pour réduire les coûts pour l'État et pour devenir attractif pour les pétroliers, puisque si vous réduisez les coûts de terminaux et de terminaling, bien évidemment, vous devenez plus attractif pour les pétroliers qui voudraient rentrer dans le pays. Et donc ce terminal, nous l'avons construit, hein, nous avons récupéré un ancien tanker que nous avons envoyé à Singapour et nous l'avons transformé en terminal pétrolier, ce qui a permis, je dirais, au Cameroun de réduire ses coûts de terminaling. Voilà, ça conclut un petit peu ma partie. Maintenant, je vais laisser la parole à Bertrand qui va vraiment vous parler du gaz et introduire le panel gaz. Merci Albert. Ça marche pas. Hein? Ah, vous me recevez? Ok. Merci Amel. L'histoire du gaz au Cameroun. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. L'histoire du gaz au Cameroun a commencé en 2013 et avec la mise en production du CPP Sanaga Sud, ça a permis d'actionner, je dirais, 4 leviers qui pourraient permettre le développement socio-économique du pays. Il y a eu d'abord en 2013 la fourniture du gaz pour l'électricité. Ensuite, on a produit du GPL pour les ménages. Ensuite, on a aussi fait du LNG. Et on a commencé à livrer les industries. Et c'est vraiment dans l'industrie qui est le pourvoyeur d'emplois. Pour la première partie, c'est-à-dire la centrale électrique, cette partie en 2013 nous a permis de livrer la centrale électrique de 215 MW, c'est-à-dire 15% de la production d'électricité au Cameroun, c'est fourni et produit à partir du gaz. Donc la centrale électrique de KPDC permet de livrer 15% de la capacité de production du gaz du pays. C'est un contrat de 20 ans fait à partir du gaz de Sanaga Sud. Oui, le deuxième levier, c'est le GPL. Le GPL pour les ménages. Donc, on a démarré l'unité de GPL en 2018 et ça nous permet de produire 36 000 tonnes de GPL, c'est-à-dire 25% de la consommation du Cameroun. C'est produit sur l'usine de GPL de Bipaga, opérée par Perenco. Et quand on dit GPL, on sait bien que dans nos ménages, enfin dans nos pays, le GPL a un prix fixe et il est subventionné en général. Donc, quand on dit 25% de la production, ça veut dire quoi? On a économisé de la subvention. Donc, sur la zone Bipaga, Perenco produit l'équivalent de 25% de la consommation. Et le GPL, la consommation croît rapidement. Une bouteille mise sur le marché, tout de suite, elle est achetée, quoi. Donc, cette consommation du Cameroun, qui est aujourd'hui autour de 120 000 tonnes, croît chaque année. L'autre axe pour le projet gazier, c'est le gaz pour les industries. Il n'y a pas très longtemps, on a négocié, parce que quand on a commencé à produire l'électricité, ça a créé de l'appétit pour les industries. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir de l'énergie verte et être capables d'avoir à tout moment de l'électricité pour leur industrie. Donc, ils sont venus s'installer pas loin
de la zone de production de Bipaga autour de Kribi. Donc on a commencé à négocier, donc on a pu avoir une usine de céramique. On a signé un contrat de 20 ans avec cette usine de céramique. Et l'usine de céramique permet de créer 2000 emplois. 2000 emplois parce qu'ils utilisent 2 lignes de production et chaque ligne de production prend 1000 emplois. Donc, et avec objectif, ils ont pour objectif de doubler la production. Donc ça sera forcément 4000 emplois permanents. Ce n'est pas des emplois temporaires, des emplois permanents pour la zone. Donc c'est vraiment un des leviers de développement socio-économique. À côté de cela, il y a les industries qui sont placées un peu plus loin et qui nous ont approchés. Et on va les livrer par ce qu'on appelle, ce matin on vous a dit ça, le pipeline virtuel. Donc ce qu'on va faire, c'est comprimer le gaz, le transporter et aller sur le site industriel. Il y a les miniers qui sont intéressés par ça, il y a les cimenteries qui sont intéressés par ça. Donc ça sera aussi l'autre volet de livraison de gaz pour les industries, créateurs d'emplois. Et c'est de l'industrie, c'est l'énergie verte. Toujours dans ce projet gaz, il y a eu un projet assez innovant qui a permis de casser quelques codes qui existaient déjà. Le projet innovant, c'est le FLNG, enfin le LNG, la production des LNG. Donc, la plupart du temps, dans les industries gazières, toujours, on dit pour avoir un projet de LNG, il faut avoir des réserves prouvées, certifiées, des réserves en place, autour de 3 TCF, 4 TCF par là. Nous, on a sanctionné notre projet sur la base de 500 BCF. 500 BCF, c'est petit par rapport à nos 300 TCF, 3 TCF, 4 TCF qui étaient le courant dans l'industrie. Donc, on a sanctionné le projet à partir de 500 BCF. On a fait un contrat, au lieu de faire des contrats de 20 ans, on a fait un contrat de 8 ans. Au lieu d'aller, pour maîtriser l'investissement, on a pris plutôt, enfin c'était aussi assez innovant, d'aller chercher un ancien méthanier, de le convertir en usine de liquéfaction, ce qui a permis par exemple d'être la première usine de liquéfaction flottante en Afrique, la deuxième dans le monde. Donc ce projet-là a été assez innovant. Et puis on n'avait pas vraiment besoin, on n'a pas eu besoin d'aller chercher un gros financement pour ces réserves qu'on avait. Et on n'avait pas eu besoin aussi aller chercher le gaz un peu partout pour pouvoir faire nos 3 TCF ou 4 TCF nécessaires. Donc on a pris vraiment 500 BCF. Et c'est le projet innovant qui a permis de faire ça. Ça, c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Sur le même principe, Perenco est en train de développer le même principe au Gabon. Exactement le même principe. Depuis 2006, on livre le gaz pour la production d'électricité à Port-Gentil, à Libreville. Toute l'électricité de Port-Gentil à Libreville se fait à partir du gaz que livre Perenco depuis 2006. Ayant cassé le code sur la liquéfaction et la production de GPL au Cameroun, Perenco est en train de reproduire exactement la même chose au Gabon. Là, cette année, l'année 2024, on va livrer la production de GPL pour les ménages, avec objectif de produire 25 000 tonnes an de GPL pour les ménages gabonais. Et ils pourront certainement être exportateurs parce qu'ils vont passer très rapidement à 40 voire 50 000 tonnes de GPL. Ensuite, Perenco a dit les industries. Et en même temps, pour limiter le gaz torché, on a construit un réseau de collecte
sur tout l'ensemble de la production au Gabon. On a construit un réseau de collecte de gaz et on ramène ça à Port-Gentil, au Cap-Lopez. Et on a construit, et là c'est Perenco lui-même qui l'a construit, qui va construire un train de liquéfaction, un seul train de liquéfaction pour pouvoir traiter ce gaz qu'on a collecté un peu partout et avoir de LNG. Et le Gabon sera exportateur certainement de LNG à ce moment-là et continuer à livrer les industries qui pourront se mettre autour. Parce que le LNG, c'est vrai, c'est bien, mais pour le développement socio-économique, c'est bien le gaz pour l'électricité, le GPL pour les industries, pour les ménages, le gaz pour les industries. Et c'est ça le modèle qu'on est en train de copier aujourd'hui au Gabon. Pour terminer sur le gaz, on voit bien que le gaz, vraiment, c'est l'industrialisation. Il ne faut pas qu'on aille chercher plus loin. C'est le pourvoyeur d'emploi et tout ça, c'est l'industrialisation. Il faut donner ce gaz-là pour les industries. Il faut aussi développer la production de GPL qui va nous permettre de limiter la déforestation et faire en sorte que les ménages utilisent plutôt le gaz de cuisine, là, qu'on appelle gaz de cuisine, le GPL. C'est assez facile de le produire. On contribue à la sécurité énergétique du pays et c'est bien sûr source de revenus. Le LNG qu'on peut exporter, c'est source de revenus. Et c'est la mise à disposition d'une énergie verte, le gaz. J'en ai terminé. Merci pour cette présentation édifiante de la société Perenco. À présent, notre panel tant attendu, qui était censé s'est passé avant la pause. Il s'agit du panel sur le gaz. J'invite à présent M. Honoré Dairou Mbouombo, qui est directeur général des TAR Ressources Cameroun, SA, qui viendra modérer ce panel. Il aura comme panéliste Abdelgueou Hamid, directeur général de Totco SA. Il y aura également M. Eric Josserson, directeur général Perenco Tchad. Il y aura M. Magloire Kassongo Ouaz Kenga, directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures de la RDC. Il y aura également M. Liu Enian, président de la CNPC au Tchad. Il y aura également M. Aladoum Désiré Nadongar, directeur général de Tchad Petroleum Company. Il y aura enfin M. Alain Olianso, Business Development Lead, SOMS RNG. Voilà pour le tout les membres de ce panel, s'ils peuvent s'approcher afin qu'on puisse leur remettre les micros. Et je laisse la parole à M. Mbouombo. Merci infiniment pour cette présentation. Vous m'entendez? Bon, on va utiliser le micro. Ça va, très bien. Allô? Allô? Vous le recevez? Oui. Okay. Bonsoir Auguste, auditoire, et merci encore pour votre présence dans cette salle de conférence. Et c'est un honneur pour moi d'être le modérateur de ce panel 4 qui va traiter du gaz naturel, qui est un sujet très, très stratégique et très important, puisque tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui tourne autour du gaz naturel. Et nous savons effectivement que le gaz naturel est la clé de tout ce que nous faisons aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire. Je vais attendre les membres. Ça va? D'accord. Je vais attendre les membres du panel 4 qui viennent s'installer. Et à partir de là, on va pouvoir commencer. Hein.
Attention. Merci. Ça va? Vous voulez quelque chose? Ah ben, non, ça c'est le micro, oui, le baladeur. Merci. Alors, si vous êtes confortablement assis, ce que je voudrais tout simplement, on va être fluide. Je crois que cette séance de travail, ça sera tout simplement une séance éducative. Perenco a fait une présentation, une brillante présentation tout à l'heure, et puis le représentant de Colorado School of Mines a également fait une brillante présentation qui allait dans le même sens. Nous, on va essayer de contribuer en allant dans le même sens et essayer d'éduquer cet auditoire qui est vraiment illuminé, soyez-en sûrs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du rôle du gaz naturel et puis comme vecteur de croissance économique et industrielle. Donc, voilà tout présenté, tout simplement. Pour faire simple, ce que je voudrais vous demander, c'est que chacun se présente aussi simplement, nom, puis la fonction. On va rapidement, on ne va pas perdre de temps, on va aller directement droit au but, afin que tout le monde puisse participer et puis contribuer dans l'édification de connaissances dans ce domaine-là. Moi, je suis Mbombo Daïrou, je suis géologue de formation et puis directeur d'une entreprise pétrolière en même temps. J'aimerais commencer peut-être par vous, si vous voulez bien. Oui. Moi, c'est Aladoum Désiré Nandogonga. Je suis ingénieur mécanicien de formation. Je suis le directeur général de Tchad Petroleum Company. Alors, moi, c'est Alain Onliasso. Je suis en charge du business development pour Siemens Energy pour l'Afrique centrale. Je suis Abdelgo Hamid, directeur général de TOTCO. Je suis en formation commerciale. Siemens, moi, je suis Éric Josseron, je suis ingénieur de formation et je suis le directeur général de Perenco, ici au Tchad. D'accord. Ça va? Vous avez un autre micro, peut-être? Merci. Ça va? On vous écoute? Ça va pas toujours? Je vous en prie. Ça va? Allô? Oui, ça marche. Bonjour, ici Dr Moussa Malay, physicien, énergicien de formation, représentant, je représente le président directeur général de la CMPCA ici. Et en fonction, je suis le directeur de support technique à la CMPC. D'accord. Merci infiniment pour cette brillante présentation. Et puis, il manque quelqu'un. Je crois que c'est Madame Azoura, qui est la représentante de Monsieur Aladoum, qui est le General Manager of Petroleum Tchad Company. Mais elle va joindre, sans problème. Donc, ceci dit, le décor déjà planté, tout ce que je voudrais vous dire, c'est que nous allons pouvoir bénéficier de votre expertise. Vous êtes des experts. Et puis, nous allons échanger sur le domaine du gaz naturel. Quel est son rôle? Quelle est son importance? Et comment est-ce que ça peut contribuer à la croissance sur le plan économique et sur le plan industriel? Donc, en tant que géologue, on sait ce que c'est. On va savoir que le gaz naturel, comme toutes les compagnies pétrolières qui s'installent, elles ont pour objectif d'explorer, trouver le gaz, des hydrocarbures. Et les hydrocarbures sont constitués soit du pétrole, soit liquide, ou alors gazeux, qui sont les hydrocarbures. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait du gaz naturel, le gaz naturel, avant, il n'y avait pas de marché. Le seul marché qui existait, c'était l'Europe, l'Occident, les pays développés, et l'Asie, les pays satellites du Japon. Aujourd'hui, on a le gaz naturel à profusion
La plupart des compagnies, quand elles foraient le gaz pour les hydrocarbures, elles trouvaient le gaz, elles mettaient de côté. Aujourd'hui, la donne a changé. On valorise le gaz, on monétarise le gaz. Le gaz a un rôle important. L'a dit tout le monde, même dans la transition énergétique, qu'on ne pense pas qu'on est les derniers. Parce qu'aujourd'hui, même pour pouvoir passer à la transition énergétique, c'est-à-dire développer les mines, tout ce que vous voulez, le lithium, tout ça, c'est la mine, il faut de l'énergie. Et le gaz naturel, aujourd'hui, a ce rôle important à cause de son pouvoir calorifique qui est très important pour pouvoir développer ces mines et pouvoir mettre en place les batteries qu'ils vont utiliser pour pouvoir faire ça. Donc voilà, ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est, si vous voulez bien, c'est commencer par savoir, nous savons que sur le plan environnemental, économique, sur le plan social, sur le plan industriel, le gaz a sa place. Nous allons vous écouter, savoir qu'est-ce que vous pensez du gaz naturel. La première question, c'est de savoir comment est-ce que vous pensez que le gaz naturel pourrait jouer un rôle important, booster dans le développement de l'économie de la sous-région d'Afrique centrale, CEMAC, et puis un peu élargie, la CAC. Comment est-ce que vous pensez que ce serait possible? Je vous prie. Ok, merci beaucoup pour cette version. Je pense que c'est un domaine, un sujet très très important et surtout aujourd'hui on parle de la transition écologique. On sait qu'on utilise le fuel, le pétrole, ce qui pollue beaucoup pour générer l'énergie. Et ça contribue à l'augmentation de gaz à effet de serre. Le gaz naturel, c'est vraiment un produit qui est vraiment propice pour nous aider à réduire les émissions à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que quand on brûle le gaz, en fait, il y a très peu d'éléments qui peuvent constituer et puis peuvent conduire à cette augmentation de gaz à effet de serre. Moi, ce que je pense, et par rapport à l'industrialisation, c'est clair. Dans l'industrie, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin, par exemple, de chauffer. On a besoin d'amener certains éléments à une certaine température, comme par exemple la fabrication, surtout dans la métallurgie. On a besoin de sécher. On a besoin tout simplement pour les ménages. Et ces industries ont besoin des sources d'énergie moins chères pour être rentable. J'ai un exemple à partager avec vous. À Comé, nous avons 4 turbines qui, au départ, fonctionnaient au gaz. Donc, le coût de gaz représentait tout simplement les investissements des puits, sur les puits et la maintenance des puits. À un moment donné, nous n'avions pas assez, donc on était obligé de convertir. Vous m'écoutez là? Oui, allez-y. Un peu plus bas. Ok, allez-y. Utilisez le micro, allez-y avec le micro. Peut-être celui-là, je vais utiliser. Ok. Là, vous m'entendez? Par contre, là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est les lignes qui sont différentes. Ok. Ben voilà, c'est revenu. Donc, j'étais sur l'exemple de Comé où on a 4 turbines qui fonctionnaient au gaz. Oui, oui. On a été obligé de les transformer en pétrole brut. Donc, on consomme depuis du pétrole brut. Et cette consommation nous représente environ 4500 barils par jour. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais parce qu'on n'a pas de gaz. Si on avait eu de gaz, le premier avantage, c'est déjà faire des économies sur ce qu'on brûle.
Deuxième avantage, c'est déjà limiter l'émission qui proviennent de la combustion de brut. Et naturellement, ça fait des économies pour nous et pour le pays. C'est pour vous dire qu'une industrie comme la cimenterie, une industrie de métallurgie qui veut se développer a besoin d'avoir une source d'énergie stable et moins chère. Si on s'en tient à la forme d'énergie classique, ça va revenir trop cher, ça va décourager les investisseurs et on ne pourra pas vraiment arriver à industrialiser ou à développer les entreprises. Et c'est là où je pense que le gaz naturel apporte une valeur essentielle pour initier le début de l'industrialisation, surtout en Afrique centrale. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas du Tchad que je connais bien, il y a quelques industries que j'ai citées, la cimenterie. Nous, par exemple, on a besoin du gaz pour fonctionner. Les sociétés pétrolières génèrent de l'énergie pour fonctionner. Et si cette énergie peut être fournie par le gaz, je crois qu'il y aura des économies. Et ça va nous permettre de gagner de l'argent et pouvoir investir également et créer de l'emploi. Et donc, je pense que le gaz naturel et le projet sur lequel CABEF est en train de travailler, nous, on est très contents parce que c'est un projet qui va nous permettre, non seulement pour vraiment alimenter l'industrie, mais pour aider également à amener du gaz dans les ménages. Dans les principales villes, on a du gaz, mais ce n'est pas suffisant. On continue toujours à utiliser le bois. Et alors que le gaz, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus simple à utiliser et ça préserve la santé que d'avoir des gens autour du feu avec la fumée. Je pense que nous qui avons vécu, moi personnellement, je pense que le gaz, c'est le meilleur produit, c'est le meilleur... c'est vraiment la meilleure ressource énergétique qu'on peut proposer. Et on est obligé de passer par le gaz. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller directement au solaire. C'est très passionnant. Si je vous laisse, vous allez écrire une thèse. Ça, c'est sûr. Ce que je voudrais, c'est qu'on va essayer de partager. On arrive à un point où on voudrait savoir effectivement comment est-ce que, c'est-à-dire qu'on identifie l'importance du gaz dans la sous-région, okay, dans le domaine économique, okay, et le domaine industriel. Le social suit immédiatement. Vous l'avez dit, dans le domaine environnemental, ça, il n'y a rien à dire. Le gaz, c'est l'énergie propre. Aujourd'hui, comparé aux HFO, c'est-à-dire que les huiles régénérées, et comparé à certains autres produits qui sont brûlés, comme évidemment, on a aussi le charbon qui est bien polluant, bien que la technologie permet d'améliorer l'émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et puis les gaz à effet de serre, mais le gaz demeure toujours une source d'énergie fiable. Ça, j'ai très bien compris et tout le monde a bien compris. Moi, j'aimerais bien vous poser la même question, mais en fait, aller un cran plus loin. Comment est-ce que vous pensez que le gaz naturel qui est extrait dans les différents gisements des pays de la sous-région pourrait contribuer à booster l'économie de la sous-région et créer un marché qui sera attrayant pour les industries qui ne cherchent qu'un environnement où on a une énergie fiable et durable. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je vais être assez concret puisque moi je viens d'une structure, donc c'est Siemens Energy. Oui. Donc c'est la société qui a été créée par Siemens il y a quelques années pour se focaliser sur l'énergie. Et nous avons des exemples concrets que nous avons mis en place. Par exemple, au Togo, il y a la centrale de Kekeli, oui, voilà, qui est 65 MW, qui fonctionne au gaz et qui produit donc 25% du besoin du pays. Voilà. Et qui emploie directement ou indirectement 800 personnes. Oui.
Je peux vous parler aussi, par exemple, de la centrale d'Atinkou en Côte d'Ivoire, qui fait 390 mégawatts et qui emploie directement ou indirectement 2500 personnes. Donc déjà, vous avez un impact social au niveau de la lutte contre le chômage, de l'emploi de centaines de personnes. En plus de ça, vous arrivez à créer ou à doper les industries. Parce qu'il faut savoir que l'électricité, c'est un intrant important dans l'activité des industries. Tout à l'heure, la société qui nous a précédé, Perenco, a expliqué comment le fait qu'elle amène le gaz, ou le fait que le gaz soit disponible, incite les entreprises à venir s'installer dans ces endroits-là. On a vu qu'il y avait des cimentiers, on a vu des miniers qui viennent s'installer. Vous créez des pôles industriels, en fait. Parce que l'électricité, c'est un des facteurs les plus importants de coûts majeurs pour les industriels. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la chance, nous, en Afrique, en tout cas, dans plusieurs pays d'Afrique centrale, d'avoir des réserves importantes de gaz. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres pour ne pas embrouiller les gens. Et aussi, dans la présentation de Perenco, on a parlé de réduction de gaz torché, parce qu'on a beaucoup de gaz qui est torché lorsqu'on fait des exploitations pétrolières. Oui. Donc, ce qui fait qu'on arrive à avoir un intrant pour les entreprises qui leur permet d'avoir de l'électricité bon marché et, comme l'a dit mon prédécesseur, beaucoup moins polluante que HFO ou diesel. Merci, merci infiniment. Je crois que l'exemple que vous venez de mentionner, qui est au Togo, et vous avez parlé du Togo et puis en Côte d'Ivoire actuellement, où vous êtes en train de développer. Donc ça prouve effectivement que le gaz est valorisé maintenant dans chaque pays et qu'on trouve une importance à utiliser ce gaz naturel pour générer l'électricité et puis pour pouvoir faire tourner les turbines à gaz qui vont générer l'électricité et puis faire tourner l'industrie. Maintenant, si on va dans ce schéma, comment est-ce qu'on pense qu'on pourrait capitaliser ce gaz naturel qui est produit dans certains pays peut-être et qui n'est pas produit dans d'autres, mais dont ils ont besoin. Ça, je voudrais tout simplement qu'on contribue nous tous. Okay? L'importance du gaz naturel, c'est-à-dire que ça va toujours dans cet élan. C'est l'importance du gaz naturel, mais comment est-ce qu'on peut maintenant capitaliser ce gaz dans la sous-région? Bien entendu, chaque pays a son agenda, chaque pays économique de développement, une partie est destinée à l'exportation, en attendant parce que le marché existe déjà ailleurs, alors il faut vendre, et puis il faut rentabiliser, et puis avoir un retour sur investissement, développer, et ça rentre dans le budget. Mais maintenant, il y a un marché qui existe dans la sous-région. Il n'était pas connu. Bon, il était connu, mais on ne l'avait pas quantifié. Et jusqu'à présent, c'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez mentionné tout à l'heure le CABEF, qui est en train de mettre en place, de poser les jalons. Mais les différents partenaires, qui sont les sociétés pétrolières et les succursales, ont leur rôle à jouer parce qu'elles maîtrisent l'environnement. Comment est-ce que vous pensez, par exemple, que le gaz naturel pourrait aider les autres pays, par exemple, pour pouvoir booster l'économie et qui pourra servir à la sous-région? Merci. Est-ce que vous entendez ça? Merci. Allô? Bon. Allez-y. Merci beaucoup. Merci, CABEP, de nous donner cette occasion. Et, par exemple, les pays comme le Tchad, je vais prendre un exemple qui est carrément enclavé. Il n'y a pratiquement pas d'électricité, presque même pas 5%. Le gaz, c'est vraiment essentiel pour nous. Et si aujourd'hui se trouve le gaz au large du Cameroun, Gabon, Congo, et je pense qu'on peut avoir le gaz au Tchad. Parce que, je vous donne un exemple, il y a le gaz d'Azerbaïdjan qui traverse Géorgie, Albanie, Turquie, Bulgarie, Slovaquie, Slovénie, et qui va atteindre Autriche et Allemagne. Et pourquoi pas au Cameroun ne peut pas arriver au Tchad? On a besoin, première des choses pour moi, c'est une volonté politique
S'il n'y a pas la volonté politique, on ne peut pas y arriver. Je vous donne un exemple que moi j'ai compris là où le gaz est important. Ex-président américain Donald Trump, il est venu à Bruxelles, la réunion de l'OTAN, et il a dit, Madame Merkel, soit vous allez arrêter Nord Stream 2, soit je vais mettre 25% des quotas de taxes pour l'industrie véhicules en Amérique. Parce qu'en Amérique, il paraît que les véhicules les plus chers sont les Allemands. C'est Mercedes, Volkswagen, BMW. Donc, il dit, je vais mettre 25% des taxes spéciales. Et Merkel est parti, et son remplaçant est venu, il est obligé d'arrêter. Ce qui a occasionné un peu la guerre d'Ukraine, mais tout ça, c'est du gaz. Donc, maintenant, nous, on a besoin des infrastructures d'un pays à l'autre pour traverser et arriver le gaz là où il n'y a pas de gaz. Pour ça, on a besoin d'un accompagnement politique de nos dirigeants et on doit faire des réglementations vraiment spéciales. On me donne l'exemple, depuis le matin, on me donne l'exemple du pipeline Tchad-Cameroun, qui est un projet spécial pour nous tous et qui a un projet le plus réussi de l'Afrique. Et cet exemple qui est venu, le président ougandais spécialement pris le document de IMP, il est parti implanter en Ouganda. Ça, c'est un exemple que quelqu'un a dit 1000 km de pipeline Tchad, et pourquoi pas un pipeline, soit du Gabon, soit du Cameroun, Guinée équatoriale, qui va venir. Et sans industrialisation du gaz, sans le développement du gaz, il n'y aura pas d'industrialisation. Parce que les coûts de l'énergie, comme le TPC dit, c'est exorbitant avec le pétrole et des autres. Et le moins cher, les moins polluants, c'est du gaz. Et pour moi, c'est le domaine capital et qu'on doit réfléchir tous, réunir nos efforts de différents pays, soit Afrique centrale, soit des CAC, et pour aboutir à la production d'industrialisation du gaz, les pays qui ont besoin. Merci. Merci infiniment. Je pense que vous avez illustré exactement ce qui se passe dans les autres pays en mettant en place des gazoducs, hein, parce que quand c'est le gaz, c'est le gazoduc qui traverse les différents pays, okay, et pouvoir alimenter d'autres. Ça, on l'a vu, ça se passe en Europe. Il y a toute une politique qui a été mise en place. Personne, tous ceux qui n'ont pas besoin d'être allés dans des grandes universités pour comprendre ça. La suffisance énergétique et puis la sécurité énergétique passent par là. Donc, nous, en Afrique centrale, comme nous sommes pratiquement, je peux dire, les derniers, pour être honnête. L'Afrique de l'Ouest avec West African Pipeline a été déjà mis en place. Il y a un autre qui est en train d'être mis en place à partir du Nigeria pour alimenter la Méditerranée et au-delà de la Méditerranée, en passant par le Maroc ou l'Algérie. Ça, c'est en cours. Mais pendant qu'il va traverser, effectivement, il devra pouvoir alimenter les pays qui en auront besoin. Parce qu'autour va être créée une niche qui va permettre effectivement à l'industrie de se développer. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir le gaz, mais il s'agit également d'avoir la technologie pour pouvoir développer les différentes industries et profiter de cette énergie. Comme on a dit, ce n'est pas une ressource, comment on appelle, renouvelable à l'échelle humaine. Ça, il faut qu'on sache. C'est de l'énergie fossile. Les réservoirs se remplissent au fur et à mesure que ça se vide, mais très lentement. Mais qu'aurons-nous fait de ce gaz pendant qu'on est là? Donc, moi, je reviens vers vous. Vous avez des exemples concrets dans lesquels vous avez prouvé votre expertise. Perenco a tellement développé des champs et a une stratégie que tout le monde connaît, qui a toujours du succès. Voilà. Ce que je voudrais bien savoir, que pensez-vous, par exemple, de votre contribution, de votre expertise à éduquer les populations, les pays dans l'utilisation du gaz naturel et dans les différents domaines. Parce que je suis sûr que très peu de gens savent exactement quel est l'éventail du gaz naturel et des différents secteurs dans lesquels il peut
entrer. Et on pense qu'à l'énergie, on ne pense que source, oui, génération d'électricité, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça pour édifier l'auditoire qui est bien illuminé et qui a soif de savoir ce qu'on fait du gaz naturel? Merci, monsieur le modérateur, merci à tous. C'est une question effectivement intéressante. Comme on l'a dit, c'est l'industrie qui pourra donner des emplois au pays. Et certains pays comme le Tchad ont vraiment beaucoup besoin de gaz, c'est évident. D'où viendra ce gaz? Par quel gazoduc? C'est une question. Je voudrais souligner quand même que, en fait, dans les champs qui ont du gaz, hein, c'est une ressource fossile, il faut soucier un peu des réserves et comment on les produit. En fait, il y a des champs à gaz qui produisent du gaz pur. Et dans ces cas-là, le gaz vient en fait un peu sans effort. Il est sous haute pression, les besoins de traitement sont relativement limités, il est facile à utiliser. Et donc, les pays qui ont eu la chance d'avoir ce genre de gisement, en fait, ont eu des fois une industrialisation assez rapide parce que cette ressource était là. Il y a une autre source de gaz qu'on néglige souvent, c'est le gaz qui est associé à la production d'huile. Il y a aussi beaucoup de gaz dans l'huile qu'on produit et ce gaz, en général, est peu valorisé et peu utilisé. Donc nous, chez Perenco, effectivement, on fait très attention à ce gaz-là aussi. Et par exemple, au Tchad, on a commencé un projet sur la centrale de Moundou, hein, la centrale à gaz de Moundou, qui maintenant a une capacité de 6 MW, ce qui est quand même pas négligeable, hein, 4 plus 2, est alimentée exclusivement avec du gaz associé, qui, pendant très longtemps, a été considéré comme un sous-produit pas intéressant. Le problème du gaz associé, c'est que c'est un peu difficile de garantir une production stable. Quand un industriel vient s'installer dans un pays, il a besoin de prix pas chers pour le gaz, effectivement, de prix compétitifs, mais aussi d'une garantie de livraison sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quelqu'un qui fait un four, et en fait, au bout de 2 ans, on lui dit maintenant il n'y a plus de gaz et le four, il faut arrêter, et il faut licencier tout le monde, ce n'est pas une solution. Donc cette garantie de livraison, en fait, souvent n'a pas été là avec le gaz associé. Parce qu'en fait, les champs pétroliers déclinent, et quand ils déclinent, ils produisent aussi moins de gaz. Et donc, effectivement, c'est un peu l'historique récent, c'est qu'à chaque crise pétrolière, les investissements ont été arrêtés, et donc la production pétrolière dans nombreux champs a diminué, et le gaz qui allait avec. C'est pour ça que cette ressource, en fait, a été finalement pas trop valorisée, parce que finalement, elle doit être, je dirais, associée à une production d'huile qui est stable. Et donc nous, chez Perenco, effectivement, on a des stratégies pour continuer à garder des plateaux pendant très longtemps. Et donc, effectivement, ça ne nous dérange pas du tout de valoriser cette ressource. Mais c'est un peu, je dirais, le défi de certains pays qui ont du gaz, beaucoup de gaz, c'est le cas du Tchad, mais du gaz qui est seulement du gaz associé. Et donc, quand on arrivera à le valoriser, effectivement, on pourra déclencher des industries, des gens qui vont vouloir investir sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce qu'ils auront effectivement la certitude qu'on pourra leur fournir. Voilà, monsieur le modérateur, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci, tout à fait, vous avez tout dit, hein. C'est ce que j'attendais en fait. Vous édifiez tout le monde qui ne savent pas, parce que comme vous le dites si bien, vous pouvez forer, explorer, et puis vous trouvez des gisements de gaz. Ça, c'est du gaz. Mais vous pouvez également trouver des gisements d'hydrocarbures liquides. Mais à l'intérieur, il y a du gaz associé. C'est pour ça qu'on dit du gaz associé aux hydrocarbures liquides. Donc ce gaz, très souvent pour pouvoir produire ces hydrocarbures, ce qui se passait avant et ce qui n'est plus fait parce qu'il y a des nouvelles législations environnementales qui interdisent le torchage des gaz. Alors, qu'est-ce qui est fait? Les compagnies pétrolières qui sont beaucoup plus avisées et qui sont soucieuses de l'environnement, comme il a bien dit, Perenco est un cas également, essayent de valoriser et monétariser ce gaz associé et le rendre plus rentable. Le cas du Tchad, par exemple, qui produit énormément d'hydrocarbures, il y a du gaz associé à l'intérieur. Donc, c'est déjà un pas, voilà ce qu'il est en train de dire. Pour ceux qui comprennent, c'est un pas vers le développement du gaz associé, bien que ce soit difficile et assez... Enfin, il faut mieux penser pour pouvoir le mettre en place. Mais ça rentre dans le couloir de ce qu'on est en train de ce dont on est en train de parler actuellement, le gaz naturel, son importance pour pouvoir valoriser, booster l'industrie.
okay, de la sous-région et par ricochet, l'économie. Le gaz naturel, nous savons que ça a un rôle très important. On tourne toujours autour d'un secteur, l'électricité. On comprend que sans énergie, il n'y a pas de développement. Et sans développement, on est sous-développé, bien entendu. Ça, c'est le cycle vicieux. Et pire encore, c'est quoi? C'est que les standards actuels de ce monde sont tels que si vous voulez être compétitif sur le marché de la sous-région, CEMAC par exemple, ça passe. Mais si vous voulez être compétitif sur le marché international et que vous produisez par exemple, je ne sais pas, des cookies ou des biscuits et que vous voulez exporter en Europe, ben, vous aurez un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont vous demander quelles étaient les normes de fabrication de ces produits. Et si vous avez détruit toute la faune pour pouvoir produire ces cookies, ben, ça ne passera jamais sur le marché là-bas. Tout simplement parce que la qualité n'est pas la même que ce qu'eux ils demandent. Or, arrimons-nous au même niveau qu'eux, mais sachant qu'on a un marché de la sous-région qui est vierge, honnêtement, où tout le monde a sa part de gâteau, et on a suffisamment de sources d'énergie comme gaz naturel pour pouvoir passer à une phase de production et puis être plus développé et être fier de nous. Moi, je vais vous poser la même question. Je voudrais savoir exactement dans quel secteur pensez-vous également que le gaz naturel pourrait être utilisé et développé? On a beaucoup parlé de l'électricité, ça c'est vrai, tout le monde sait. On a beaucoup parlé du gaz qui peut être utilisé pour la consommation domestique avec LPG, ça c'est vrai, ça c'est là. Il y a encore quel domaine, qu'est-ce que vous avez en tête qui pourrait contribuer au développement industriel? Nous savons tous que sans énergie, aucune industrie ne peut se développer. Sans énergie, les industries lourdes comme la métallurgie, comme on a vu, la métallurgie, imaginez un peu qu'est-ce qu'il faut comme énergie pour pouvoir fondre la bauxite, transformer l'alumine, et l'alumine qui est utilisée plus tard pour pouvoir fabriquer tout ce qui est comme panneaux de construction qui est utilisé aujourd'hui, que ce soit même faire fondre le fer qui est utilisé pour les plateformes, pour construire les gratte-ciels ou les immeubles, tout ceci. Quel domaine encore, à quoi vous pensez? Parce que je voudrais faire ce tour et puis revenir sur une question qui va nous amener, nous tous, à voir comment est-ce que ces ramifications pourraient être bénéfiques à tout le monde. Merci, merci monsieur le modérateur de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de quoi. Vous avez parfaitement raison. Vous avez posé une question comme quoi aujourd'hui les Tchad exploitent énormément du pétrole et c'est associé à des gaz. Mais la question qui devrait être préalablement posée, est-ce que ce gaz-là est en grande quantité? C'est ça la question qu'il faudra d'abord poser. Aujourd'hui, l'Afrique centrale est composée pratiquement la zone CEMAC de 5 pays. Avant d'exploiter et commercialiser et valoriser le gaz, il faudra d'abord déterminer. Le gisement gazier, c'est un gisement comme tout autre gisement. On a les gisements pétroliers, les gisements miniers, on a des investisseurs qui sont là, ils exploitent le gaz, le pétrole, ainsi que les mines. Dans peu du pays, il y a des industries qui sont spécialisées et basées dans le domaine des gaz. Avant tout, il faut d'abord déterminer les gaz. Est-ce qu'on a en quantité suffisante? La quantité, la production possible, probable. Et avant d'abord, si une fois déterminé, c'est en ces moments, les investisseurs ou bien les pays eux-mêmes, ils vont commencer pour mettre en valeur ces gaz. Les gaz aujourd'hui utilisés tels en Asie, en Chine, tout est fait
sur la base de production de gaz. Tout, je peux dire pratiquement tout. On a même laissé le gaz naturel, là. On transforme, je dis bien, les déchets à des produits énergétiques consommables, y compris les gaz. Donc les gaz, si on en a en quantité, on peut utiliser partout. Là où on va utiliser le pétrole, le gaz sera utilisé. Il n'y a pas longtemps, j'ai effectué un petit déplacement. J'étais au fond du village. J'ai trouvé un villageois qui fabrique, je ne sais pas moi, qui a un réfrigérateur. Il voulait alimenter un groupe électrogène. Il amène une bouteille de gaz. Il met à côté. Je le vois. Et il a fait fonctionner ces groupes électrogènes avec la bouteille du gaz. Je l'ai appelé. Je lui ai posé la question, comment tu as pu faire ça? Il dit, c'est économique. Quand j'utilise le pétrole, ça me prend minimum 5 litres, 10 litres par jour. Mais quand j'utilise les gaz, une bouteille de 5 quoi même litres, exactement, ça va m'amener jusqu'à 2-3 jours. Donc la population est déjà consciente de ça. Mais est-ce que l'État est en mesure de fournir et de mettre à la disposition de la population en grande quantité? Très bien. Ça, c'est une très bonne question. Ça va nous faire passer à une autre étape qui est simple, parce qu'on va essayer d'aller plus vite. C'est que la quantité de gaz, vous avez un souci avec la quantité de gaz produit au Tchad. Effectivement, c'est la raison pour laquelle le CABEF, que vous savez, qui essaye de promouvoir... Je vais couper la parole. 1 minute, je n'ai pas vu un élément. Oh, je vous en prie. Oui. Allez-y. Et aujourd'hui, au Tchad, oui. La CMPC, la société que je présente, oui. En termes de production, elle est le numéro 1. Très bien. On est au-delà des 100 000 barils jour. 100 000 barils jour. Et la gaz produite suite à cette exploitation de pétrole, ça ne nous suffit même pas. Ben, vous voyez, en fait, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, on utilise, on produit, on réutilise nous-mêmes. Oui. Permettez-moi de rebondir. Ceci dit, comme la quantité de gaz qui n'est pas produite, qui est produite au Tchad n'est pas suffisante pour la population, pour les besoins, ça veut dire qu'il y a un grand marché. Effectivement, c'est ça que le CAPS essaye d'essayer de développer, mettre en place. Cette étude de faisabilité, c'est de faire une étude de marché, savoir quantifier, et puis de l'autre côté, la production. Okay? Quel est le volume qui sera offert à ce marché, qui est la sous-région de l'Afrique centrale, le CEMAC, et puis la CEMAC, et puis la CAC. La seule chose ici maintenant, les pays qui produisent le gaz, et qui seront à mesure d'injecter ce gaz dans le réseau qui sera produit, parce que ce réseau ne pourra être construit que s'il y a un marché et qu'il y a de l'autre côté un producteur ou plusieurs producteurs. Et maintenant, les pays qui sont les marchés potentiels, on considère le marché de la sous-région, mais constitué des marchés individuels. D'accord ? Donc, cette artère qui va connecter l'utilisateur final et le producteur pour pouvoir commercialiser, c'est ce qui est en train de vouloir mettre en place le CABEF à travers le projet CAPS et puis l'APO. Donc, ceci dit, la question est ici maintenant. Vous avez oublié un autre facteur, un autre élément, c'est parce que le gaz, on vit d'agriculture en Afrique. Est-ce que vous saviez que le gaz contribuait à 80%, 90% de la production d'engrais? Tout ça est importé. Yara, qui est une compagnie suédoise, fournit les engrais en Afrique et avec un rendement imbattable. Mais nous, on produit énormément de gaz, mais on ne produit même pas d'engrais. Mais nos populations vivent d'agriculture. Ceci dit, comment est-ce que vous pensez, compte tenu de cette situation, de l'importance du gaz dans notre économie, dans notre vie sociale, dans notre industrie, qui est à développer pour éviter de faire transporter les matières premières à l'étranger,
et puis nous ramener, par exemple, les produits finis que nous, on va utiliser. Comment faire pour pouvoir utiliser ce gaz naturel, développer notre industrie, utiliser notre main-d'œuvre, créer de l'emploi pour les populations telles que vous tous vous l'avez dit, et puis être autosuffisant et être fiers de nous-mêmes. Ceci dit, comment est-ce que vous pensez que votre entreprise individuelle pourrait contribuer au développement de ce projet de KBF, par exemple, en étant... Ce sera des joint ventures. Il y aura un modèle économique qui sera mis, il y aura une structuration du projet qui sera mise en place, mais à la phase initiale, très souvent dans la plupart des projets, comme on a vu dans le panel précédent, c'est que les entreprises, que ce soit le privé ou bien que ce soit les sociétés financières internationales, contribuent financièrement pour pouvoir... Comment est-ce que vous, en tant que compagnie pétrolière de la sous-région qui avait des champs, à quel pourcentage estimatif, c'est pas, ou alors quelle est la volonté que vous présentez de pouvoir contribuer dans le développement de ce projet pour pouvoir connecter les pays qui ont un marché mais qui n'ont pas suffisamment de gaz, tel que vous l'avez dit, et avec les pays qui ont du gaz mais doivent vendre leur gaz très loin et laisser le pays, la sous-région centrale, on parle d'intégration sous-régionale, développement sous-régional, pour que tout le monde puisse vivre de façon égale. Comment est-ce que vous pensez ça? Rapidement, un tour de table, et puis je crois qu'on aura terminé, parce que c'était ça l'objectif à la fin. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, pour moi, c'est important. Le Tchad n'avait pas commencé sa production jusqu'à ce qu'en 2000, le projet s'est mis en place. Et le fait qu'on a eu un pipeline a permis à ce que d'autres entreprises comme la CNPC, comme Perenco, comme OPIC, pour venir investir au Tchad. Donc s'il y a un système déjà de pipeline qui existe, nous, dans le domaine de production de pétrole, on va aussi chercher à investir dans la recherche pour l'exploitation des gisements gaziers, parce qu'on sait qu'il y a un marché potentiel, et donc du coup, ça va nous inciter à ajouter des champs gaziers dans notre portefeuille. Merci. On va aller rapidement, de façon succincte, parce qu'on est à court de temps. Comment est-ce que vous pensez contribuer en tant que compagnie Siemens dans ce projet? Ce projet qui est celui du CAPS pour pouvoir connecter tous les pays de la sous-région, l'utilisation du gaz naturel pour booster leur économie. Rapidement, en 2 mots. Alors, en 2 mots, oui. Rentabilité, financement. Rentabilité, parce que comment vous faites, et nous c'est notre métier en fait, comment vous faites pour produire un maximum d'électricité avec un minimum de gaz? Donc vous avez des machines qui ont des taux de rendement élevés. C'est le premier point, rentabilité. Deuxièmement, financement. Parce que très souvent, nos projets en Afrique sont bloqués parce qu'on a des soucis de financement. Or ici, on parle d'un sujet qui est l'énergie, où les clients sont existants. Tout à l'heure, un de mes collègues disait qu'on n'a pas assez d'énergie. Donc les industriels se plaignent, les individus se plaignent. Si vous arrivez à mettre en place des financements, et ça c'est ce que nous faisons aussi à travers des banques internationales qui nous accompagnent, à travers ce qu'on appelle des Export Credit Agencies, qui sont dans les pays où nous fabriquons nos turbines, qui sont prêtes à nous accompagner dans les pays où nous implantons nos turbines. Ce financement, quand il se met en place, et c'est ce que disait le panel de ce matin, une fois que vous avez fait l'étude de faisabilité, vous avez fait une étude qui prouve que l'investissement est pérenne, forcément, les investisseurs seront là et la productivité sera là au final pour nos industriels. Tout à fait d'accord avec vous. Financement et productivité. Mais vos financements sont la bienvenue parce qu'effectivement, c'est ce qui manque. C'est le nerf de la guerre. Merci. En 2 minutes, qu'est-ce que vous dites? Merci. Moi, c'est déjà le pipeline. Oui. Je pense que si au Cameroun, le Tchad, il y a une intégration des pipelines, c'est juste
on va regarder comment on a fait. Toutes les documentations environnementales, juridiques, financières que le projet a commencé sont là. Et puis, si la volonté régionale est là, tout est possible. Par exemple, on prend l'exemple d'Aliko Dangote. Lui seul, il a pris un leadership et qui a créé une raffinerie qui produit 600 000 barils par jour. Est considérée comme la plus grande raffinerie au monde même. Et si la région de Semak décide d'intégrer et de faire synergie de ces ressources naturelles, et le marché est là, et si la volonté est là, on doit créer un partenaire public-privé des Africains. Avant d'aller dehors, il faut valoriser ce qui existe à l'intérieur. Et maintenant, si on a une valeur capitale financière, on doit rapidement trouver d'autres financiers, mais il faut mettre en valeur les ressources humaines. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, au Tchad, lorsque le projet est arrivé, c'est presque, il n'y a rien de ressources humaines. Et les gens qui ont grandi avec ExxonMobil ici au Tchad, Exxon a laissé une capitale humaine valorisable. Et moi, je suis fait partie de ces équipes. Pour cette raison qu'on doit réunir tous les efforts d'un pays à l'autre, et puis le pays besoin doit approcher celui qui produit. Parce qu'il y a un marché qui exporte. Donc nous, on doit chercher là où il y a les gaz, soit Cameroun, soit Gabon, accompagné par la CEMAC ou d'autres CAC pour faire valoriser ce qu'on en a. Et on va y arriver, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah, comme vous avez dit. C'est sûr que ça arrivera. Qu'est-ce que vous dites de nous ça? Ma contribution à moi, c'est qu'effectivement, avoir un réseau gaz à plus ou moins grande échelle, le grand intérêt, c'est que ça permet de mettre en commun les réserves de gaz et de garantir aux utilisateurs en fait du gaz pour, encore une fois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour que les industriels puissent faire les investissements sans avoir peur, en fait, au bout de 5 ans, qu'on leur dise, au bout de 3 ans, qu'on leur dise qu'il n'y a plus de gaz. Moi, je ne pense pas qu'au Tchad, il n'y a pas de gaz. Je pense qu'il faut faire, effectivement, qu'il faut renforcer l'exploration. Il faut aller le chercher. Ça n'a pas forcément été quelque chose que les gens ont cherché dans le passé. Donc il y a des choses à faire, mais peut-être qu'effectivement la production du gaz va fluctuer. Et avoir un réseau, c'est la garantie qu'il y aura toujours du gaz là où il faut pour les industriels. Donc voilà. Merci. En 1 minute. Moins d'1 minute même. Moins d'1 minute. Oui. Comment est-ce que vous contribuerez à ce projet? Tout ce qu'on dit maintenant, moi je pense sur le plan pratique. Techniquement et possible. Financièrement. Quand on parle de financement, est-ce que la politique, c'est beaucoup plus politique que technique? Oui. Aujourd'hui, si les Tchad a le gaz et que les Cameroun souffrent et qu'on n'arrive pas à alimenter les Cameroun, ça c'est beaucoup plus politique. Techniquement, c'est faisable. Le pétrole, on a pu exporter d'ici jusqu'au Kribi, ça peut aller. Pourquoi? Parce que la politique avait dit oui. Tout à fait. Merci infiniment. C'était très passionnant et nous n'avons pas suffisamment de temps pour pouvoir aller sur tous les volets de ce fascinant sujet. Mais nous allons continuer toujours à réfléchir. L'objectif, c'était, comme vous avez dit en résumé, c'est que tout est possible pour pouvoir développer le gaz naturel dans la sous-région, compte tenu du besoin qui est là et que le marché présent, sur le plan économique, nous avons besoin de ce gaz pour pouvoir développer l'économie, développer les industries. Et maintenant, les différents acteurs, bien que le côté politique coiffe tout, ça c'est déjà acquis, mais maintenant, il faudrait bien que tous les mécanismes qui suivent PESTEL, comme on dit, politique, légal, technical, tout ça là, ça sera fait en place. Mais maintenant, les individus, les partenaires privés, qu'ils s'approprient le projet et contribuent à la réalisation de ce projet qui est très noble.
parce que nous aurons marqué d'une pierre, gravé sur une pierre, notre nom pour la postérité, et les générations futures sauront que au moins on avait pensé à leur laisser quelque chose avant de partir. Donc ceci dit, je vous remercie infiniment pour votre contribution et je remercie les panélistes, tout le monde pour tout ce que vous avez dit. Je vous prie, levez-vous. Je crois que le rituel habituel, c'est une photo ensemble et respecter l'auditoire qui nous a écoutés. Merci infiniment pour vous. Merci, mesdames et messieurs, pour cette présence et cette assiduité. Merci aux panélistes et à M. Mbombo pour la modération. Nous allons passer sans transition au prochain panel qui sera sur la problématique du transport, du stockage et de la distribution des produits pétroliers et du gaz dans la sous-région Afrique centrale. Pour ce panel, j'invite... Merci. Pour ce panel, j'invite M. Mohamed Togoy, s'il est là dans la salle, comme modérateur. M. Mohamed Togoy, conseiller spécial